c'est peut-être ce ressort si profond et sincère, c'est pas une pause. On a besoin donc de faire un effort énorme pour qu'à nos propres yeux, quelque chose puisse être justifié, de se dire, bon, dire, raconter, pour qu'il reste des traces, même si on sait pertinemment que ça ne change pas le cours du monde et malheureusement la bataille continue et continuera toujours. Et de nos expériences, on ne sait pas ce qui reste, ce qui compte dans la bataille politique. Mais il faut le faire, il faut le faire. Voilà. Et oui. Cette question de l'intime et le collectif et l'histoire, nos histoires, nos petites histoires, comme dit David, et la grande histoire, c'est tout, ça restera toujours un dilemme. Ça l'est pour moi dans le cinéma que je fais, ça l'est dans l'écriture, ça l'est dans les... Et c'est comme ça. Et on ne sait pas justement. Ici, je serai la mère de David. Hein? C'est les générations, ensuite la génération de sa mère, celle qui laisse le trésor qui a été enfui et qu'on ne sait pas, comme dit René Char, si on peut le sortir, si on trouve les mots de ce trésor. Et puis il est là, et voilà, il nous a raconté comment il est arrivé à devoir faire ce livre, heureusement pour nous. Donc effectivement, nous lecteurs, et voilà, oui. Vous disiez, on n'était pas des héros, vous étiez des personnes comme tout le monde. Vous dites également que Kayende est mort pour ce projet, qui n'était pas une utopie, qui était un projet politique, qui pouvait, et d'ailleurs que vous faisiez vivre. Il y a quelque chose qui revient souvent dans votre texte aussi, c'est l'amour. C'est quelque chose, un mot qui est très présent. Et je vous ai entendu dire que vous aimiez beaucoup le mot gratitude. Et ce dont vous témoignez, c'est bien de la force des gestes de bien, de résistance, de courage. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a une nécessité de témoigner d'un drame, de témoigner de moments durs de l'histoire, mais vous ne perdez jamais ça, cette volonté de témoigner de la force, de témoigner de femmes aussi, de femmes fortes, la sœur d'Allende par exemple. C'est ça aussi qui touche si profondément quand on vous lit, c'est cette force et cet amour. Oui, on a peu parlé de ce qui fait tenir même dans les lieux d'horreur. Et donc, comme il y a des temps historiques, la fraternité par exemple, il y a un temps historique pour la fraternité. Après la fraternité s'endort. Et effectivement, il faut peut-être faire comme on fait la gymnastique, non? Et rappeler dans le présent, puisque la mémoire ne surgit que du présent. Les souvenirs ne vieillissent pas quand on les a dans le corps, mais ils surgissent comme ça par une rencontre, un événement, le soulèvement au Chili en octobre 2019. Ça a éveillé les fantômes. Et c'était des fantômes très gais, pleins d'humour, parce que ça venait accompagner enfin de quelque chose qu'on avait fini par revendiquer de ma génération, qui était l'amour, la fraternité, l'amitié. Ce qui faisait tenir, ce qui constituait le noyau fort de notre engagement politique et de notre vie quotidienne et de la vie en résistance. C'était ça, amitié, affect, fraternité. Si on ne se rappelle pas de ça,
et de la joie que toute action collective, même dans les pires conditions, ça perdure, ça reste plus fort que les coups subis, cette chose, ce moment. Donc en tout cas, je me disais que c'est des mots qui aujourd'hui doivent revenir dans notre société pour recréer ce tissage, ces liens entre les mémoires des vaincus, comme je parle souvent, et l'invention, tout à réinventer, ne pas être un poids sur le dos, un bagage dur sur le dos de mes enfants et de mes petits-enfants. Et là-dessus, je crois que la bataille est assez perdue. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, effectivement, est-ce qu'on a bien fini par dire, écrire, toucher d'une manière assez juste pour libérer l'énergie des enfants, des nouvelles générations. Et donc c'est un travail qui n'est jamais fini et que je pense qu'on peut l'améliorer en restant tout à fait active, avoir des vies actives et non pas des vies suspendues soit à une bêtise qu'on nous a mis là depuis 40, 50 ans, que cette idée du bonheur si fausse, non, si peu réelle, pour aller vers l'encontre des autres et travailler la peur. Donc pour moi c'est un exercice permanent dans lequel je voudrais bien trouver toujours la manière de dire que ces gestes de bien dont vous parlez constituent des actes qui sont violents dans le sens de la violence de la vie, voilà, qui engagent. Vous parliez des soulèvements au Chili. Vous avez assisté à la victoire il y a quelques mois de Boric, président de la République, donc de 36 ans, le plus jeune président de la République de l'histoire du Chili. Alors Adler, sur France Inter, vous disiez, et ça rejoint ce que vous venez de nous dire, mais j'ai trouvé cette phrase très forte, vous disiez, c'est comme si toutes ces luttes pour la justice, la démocratie, c'est aussi une lutte pour sauver les morts. C'est comme ça. Ce n'est pas du tout une phrase, seulement... Bon, heureusement, les murs du Chili étaient emplis de poésie. La poétique du soulèvement a été tenue par la main d'artistes, peintres, de poètes, de femmes qui ont réinventé les mouvements, les musiques, les danses, et dans ces performances, dans ces poétiques des murs, on voyait effectivement que les morts étaient sauvés, non pas comme des héros, non pas comme des figures qui nous punissent parce qu'on fait mal, on fait bien, on n'est pas assez bien. Ils étaient revenus à la fête de la rencontre, de la révolte et du soulèvement pour accompagner les vivants, et eux, ils revenaient déguisés. Donc nous avions Allende sous tous les déguisements, tous les grands chanteurs comme Victor Jara qui est mort sous la torture avec les mains brisées, Miguel et nos amis dirigeants du MIR, femmes qui revenaient habillées avec des sourires, avec des banquets, enfin c'était réel. Et je pense que effectivement le danger fasciste qui nous menace aujourd'hui dimanche ici, ce qui a été très clair au Chili dans la bataille entre les deux tours,
c'est que la mémoire de ce que nous avions subi, peut-être parce qu'au Chili, ça fait 50 ans le coup d'État, mais on a pu, parce qu'on a écouté, parce qu'on m'a écouté, parce qu'ils ont passé mes films, parce que on a pu donner et montrer aux jeunes Chiliens que l'enjeu était entre Pinochet et Allende, et que Pinochet, c'était pas seulement le militaire qui avait mis de l'ordre, c'était lui qui avait, par le massacre, implanté au Chili le modèle du capitalisme néolibéral qui a tout détruit. Donc les gens ont fait la connexion, les jeunes. Ils ont dit, mais voilà, la vie que nous subissons aujourd'hui, la cruauté de notre vie, sans santé publique, sans éducation publique, avec... faut voir ce que c'est une société néolibérale parfaite, celle que a existé au Chili jusqu'à aujourd'hui. Bon, et c'est pour ça que dans cette bataille, c'était pas seulement l'espoir de voir s'ouvrir un horizon de possible au-delà de ce qui nous était donné comme fatalité, mais les morts étaient revenus vivants. Et donc cette question, c'est très latino-américain, non? Les rapports aux fantômes, aux esprits, aux chansons. Mais là, ce qui était beau, c'est qu'effectivement, un mois avant le soulèvement, pour l'anniversaire du coup d'État au Chili en septembre 2019, il n'y avait eu rien. C'était le silence, il n'y avait pas eu de marche, pas de manifestation, pas de commémoration à la mort d'Allende. Je ne pouvais pas, même si les conditions objectives étaient données, je ne pouvais pas imaginer que le 18 octobre 2019, donc ça ronguait quoi. À l'échelle de ma vie, j'ai beaucoup vécu. Et je me dis, mais oh, là c'est un immense cadeau, hein, parce que vraiment j'ai pu vivre ça et ça et ça, et maintenant ça. Et maintenant, on ne sait pas. Mais l'incertitude, c'est là-dedans que nous vivons tous. Donc, voilà. David, je le disais tout à l'heure, vous avez fait le choix de représenter notamment cette scène de Caen avec des couleurs vives. On parlait de la présence du passé. Les images qu'on a de cette époque, des camps, c'est des images en noir et blanc. Et vous ne vouliez surtout pas ça. Je me dis que c'est parce que justement, ce noir et blanc, ça crée de la distance. C'est comme s'il y a quelque chose d'un peu irréel. En tout cas, mettre de la couleur, c'est de dire, c'est d'affirmer une présence. C'est de dire, justement, on ne va pas en faire quelque chose d'éloigné, qui nous serait étranger quelque part et qu'on pourrait avoir une tentation. C'est vrai que souvent dans les récits, quand ce sont des épisodes plus sombres, on a cette tentation du noir et blanc ou du sépia ou de tout ça. Vous, au contraire, vous avez fait un choix totalement à l'opposé. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce choix ? Par plusieurs biais. Le premier, c'est bien sûr de raconter à hauteur d'enfant. Donc alors évidemment que quand j'étais enfant, c'est pas ce que je voyais évidemment, mais disons que forcément l'image qu'on peut s'en faire, et il y a quelque chose qui se finit par se tordre par l'imaginaire. Mais la couleur, c'était surtout d'échapper justement, ce que vous disiez, c'est-à-dire que le noir et blanc, malgré tout, nous, on a reçu bien sûr cette histoire à travers les films, effectivement, Nuit et brouillard, les documentaires, Shoah, ou bien sûr les documents photographiques, c'était du noir et blanc. Et ce noir et blanc, évidemment, il crée une distance avec nous. Et je voulais nous rapprocher de leur souffrance. Et forcément, ces gens étaient en couleur, et ils étaient en couleur et vivants.
Donc la couleur me permettait de nous reconnaître aussi par ces visages en couleur. Subitement, et tout d'un coup, il y a une empathie plus forte qui se crée parce que c'est des gens qui tout d'un coup nous ressemblent et encore une fois, le ciel pouvait être bleu, il pouvait y avoir du soleil, ça n'enlève pas bien sûr la souffrance, mais le doute était là, c'est-à-dire que c'était un danger au départ, se dire je veux représenter ça de cette manière-là, est-ce que je ne vais pas embellir l'ignoble, est-ce que je ne vais pas embellir l'horreur, est-ce que je ne vais pas rendre ça esthétique et rapidement, parce que forcément, quand on est dessinateur et quand on fait de la couleur, on connaît les codes, il y a des codes couleurs, évidemment. Mais mon travail, c'est aussi de chercher d'autres manières de raconter, et la couleur me permet de raconter. Et c'est étonnant parce que je l'ai découvert en le faisant. C'est des planches qui ont été faites dans une grande énergie, parce que bien sûr, quand on doit travailler sur ce sujet-là, on se doit d'avoir une posture artistique, et donc forcément, pour montrer cette période, il faut quelque part un peu la revivre pour pouvoir la représenter correctement. Donc c'est des moments difficiles parce qu'on doit se plonger dans quelque chose dont on n'a pas forcément envie de se plonger, mais il faut quand même y aller. Et effectivement, la couleur était mon allié. Ma technique était mon allié. Donc, la plupart des images ont été faites sans grande préparation, presque de manière un peu automatique. En fait, c'est la couleur qui construisait l'image. C'est vrai que une des grandes découvertes, si on parle par exemple de cette couleur rose qui apparaît fréquemment dans certaines images, dont une image de charnier par exemple, et de se rendre compte qu'en réalité, il y a des couleurs culturellement qu'on a associées à la joie ou à l'enfance. Mais la couleur en elle-même, comme elle est plus forte que nous, la couleur est plus forte que l'artiste, et ce rose qu'on peut associer à quelque chose d'innocence, quelque chose de léger, devient un rose extrêmement puissant. Et donc il y a cette découverte-là, parce que jusqu'à présent, je crois que c'est la première fois effectivement qu'on représente les camps avec autant de couleurs, et c'est certains jaunes, certains orangés qui tout d'un coup se transforment. Cette couleur presque fauve tout d'un coup nous donne une autre émotion que celle qu'on avait prévue au départ. Et ça, c'est l'aspect passionnant du métier de dessinateur et de la bande dessinée, c'est que on découvre des choses, on découvre une nouvelle manière de raconter et de faire passer l'émotion. Et qu'effectivement, cette séquence-là, maintenant avec le recul, si j'avais dû la faire en noir et blanc, ça aurait été une autre séquence. Dans cet album, vous utilisez différentes